parfait. Bon, permettez-moi d'abord de remercier les organisateurs, Madame Tazi et Driss et les amis, pour ce festival, mais aussi pour ces échanges, ces débats qui m'ont permis de rencontrer des amis extrêmement intéressants. C'est les faits. Et hier, Madame Tazi, en étant sur le festival et en écoutant un peu, parce que quand on marche, on écoute un peu les gens, pensez au débat qu'on a eu hier sur la question est-ce que l'art change les choses ou pas. Et je me disais que votre festival a produit quelque chose d'important ici, et je vais employer un mot qui est peu gracieux pour le traduire, parce qu'il me semble fort pour le traduire. Il a permis une forme de désincarcération identitaire des Gnawa. Et c'est de ça que je vais partir. Au lieu de répondre à votre question d'emblée, je voudrais revenir sur le cheminement qui m'a amené à ce constat sur les migrants. Les questions d'identité, ce n'est pas simplement des questions d'ordre individuel. Vous voyez, avec comment je me sens, j'imagine pas une personne se lever le matin, courir vite vers la salle de bain et dire « Ouf, je suis toujours gébli ». Vous voyez, ou alors faire un couscous et devant l'échec culinaire du couscous dire « J'ai perdu toute ma marocanité ». Vous voyez, c'est pas seulement ces éléments. L'identité, il faut la positionner aussi dans des rapports à un niveau macro, qui sont des rapports géopolitiques, à un niveau méso, qui sont le niveau national, et à un niveau micro, qui sont les relations interindividuelles. Et si on ne place pas cela à ces niveaux-là, macro, on ne peut pas comprendre comment nos corps incorporent ces identités et comment nous devenons ces identités-là tous les jours. Puisque le matin, quand on se lève, on ne se dit pas « je suis cela » ou « je suis ceci ». Donc à quel moment ces identités vont être activées? Elles sont activées, comme l'a dit mon collègue, dans les relations, et dans les relations, pas simplement les relations interindividuelles, dans les relations aussi qui peuvent être des relations intercatégorielles, des relations avec d'autres cultures. Donc c'est important de comprendre le poids de l'histoire qui a été abordée par Patrick Boucheron dans la construction de ces identités. Et dans la construction historique de ces identités, il y a une construction en termes de rapport de pouvoir. Les identités européennes se sont construites sur un récit de puissance, de supériorité, pendant 2 siècles, 4 siècles, 5 siècles, et cela ne s'efface pas du jour au lendemain. Et à Patrick Boucheron posait la question, est-ce que les générations actuelles doivent être redevables des crimes des anciens? Ma réponse est non, nous ne devons pas être redevables, nous n'avons rien à voir avec les anciennes générations. Par contre, nous en devenons responsables à partir du moment où nous ne questionnons pas le confort historique ou l'inconfort historique que nous offre notre histoire dans l'usage des identités qu'on a au quotidien. Alors, ce que je veux dire par là, c'est lorsque je suis européen, mais je suis héritier d'une identité confortable dans les rapports géopolitiques internationaux. Je suis positionné comme le représentant de l'universalisme. Il y a un peu cet exceptionnalisme en Europe avec l'idée que l'universalisme est celui qui a été produit principalement par les Lumières et seulement par les Lumières et pas d'autres. Et donc nous sommes quelque part aussi les Européens héritiers de cela. Alors pour rendre un peu moins abstrait mon propos, lorsqu'on voyage à l'extérieur, et tenez, lorsqu'on arrive au Maroc, nous Européens, et qu'on arrive dans d'autres sociétés et qu'on est face à d'autres cultures, ben nous sommes porteurs de cette idée de supériorité, même lorsque nous sommes politiquement très attentifs à un certain nombre de choses. Et je vous donne quelques phrases qu'on peut comme ça décliner dans nos promenades marocaines. Ah, mais Rabat, ça ressemble à l'Europe. C'est comme l'Europe. Lorsqu'on concède à ces pays une égalité, c'est lorsqu'ils nous ressemblent. Vous voyez, cette égalité n'est vue qu'à partir du moment où les autres arrivent à notre niveau. Mais c'est là la construction identitaire un peu historique de l'Europe, qui a été basée sur l'idée que l'universalisme était un universalisme principalement en termes de valeurs, en grande partie, en termes de droits de l'homme, en termes de science, et on a un peu mis de côté tout ce qui n'allait pas dans la construction identitaire européenne, ce que Ziv Sternel, les anti-lumières par exemple. Vous voyez, cet historien israélien qui mort il y a quelques années, qui a beaucoup travaillé sur les anti-lumières, qui sont peu évoqués dans la construction identitaire européenne comme un élément constitutif de ces identitaires. Donc dans ces rapports géopolitiques, il y a bien des identités qui sont comparées, et à partir du moment où on compare, on classe. Et lorsqu'on classe, on hiérarchise. Et ce sont des opérations articulées. D'abord on compare, ensuite on classe, et enfin on hiérarchise. Et lorsqu'on arrive à ces opérations, on arrive bien à l'idée qu'il existerait des identités qui constitueraient quelque part le métronome qui donne le tempo aux autres identités. Vous voyez, un petit clin d'œil à Madame Tazi, où je fais un effort dans mes métaphores pour rejoindre le champ musical en lien avec votre... Donc les Européens, on se sent en permanence ce métronome-là dès lors qu'on voyage dans des pays qu'on considère comme des pays sous-développés. On a un style
que tout ce que l'on compare comme notre identité a vocation, dans le meilleur des cas, à nous rejoindre, et dans le pire des cas, à ne jamais pouvoir le faire. Et je cite un des auteurs qui a été cité hier par Ali Ben Maklouf, Marcel Mauss, vous voyez, qui est un auteur important. Même Marcel Mauss défendait l'idée de l'assimilation des colonisés. Vous voyez, à son époque, ou un autre auteur comme Hegel, un philosophe important, qui disait « l'Afrique n'a pas son histoire propre ». Et qui disait aussi de l'Asie, l'Asie, elle a une histoire, mais elle est à la période infantile et préparatoire. La seule vraie histoire, c'est l'histoire européenne. Donc il y a tout de même cela, de manière puissante, dans les manières de concevoir ces identités. Et donc on est dans les rapports aux autres, dans des rapports, comme je l'ai dit tout à l'heure, des rapports de pouvoir extrêmement puissants. Alors pourquoi juste là? C'est pour dire que l'identité, c'est aussi une ressource. C'est pas simplement un bien symbolique. Il faut la concevoir comme une ressource et comme un bien. En être privé, ça traumatise. Vous voyez, être dans une identité incarcérée, comme disait Aimé Césaire, dans une identité carcérale, vous voyez, c'est un problème. Être dans une identité qui vous offre le confort de la mobilité, le confort de pouvoir bouger, le confort de pouvoir parler dans votre langue dans la quasi-totalité des pays, c'est être dans une identité privilégiée. Et c'est bien de cela dont il s'agissait dans le débat entre Voltaire et Rousseau sur l'appartenance et la citoyenneté. Rousseau défendait l'idée que l'accès à la citoyenneté ne devait s'obtenir que par le fait d'être né dans le pays, d'être natif. Et Rousseau précisait cette idée en disant il faut que l'appartenance à la nation soit vécue par les gens comme un privilège. L'idée de privilège. Et Voltaire lui opposait l'idée en disant non, moi je pense que appartenir à une nation, c'est se sentir bien quelque part, c'est se sentir chez soi. Et donc il opposait le chez soi à l'idée d'être né. Et puis historiquement aussi qui a gagné dans ce débat-là, c'est plutôt Rousseau plus que Voltaire pour une partie des pays du monde. Donc vous voyez, dans cette vision-là, l'identité pour moi est un bien, une ressource. Lorsque je suis européen et que j'arrive au Maroc, le fait même d'être européen est une compétence en soi. Vous voyez, quand on arrive parfois au Maroc, on peut avoir été agent de voyage en France et puis venir ici et faire un métier totalement différent sans qu'on vous pose les questions. Avez-vous des compétences pour cela ou pas? Parce qu'il va de soi que lorsqu'on est de certaines identités, les compétences sont essentialisées. On est porteur de manière corporelle de ces identités. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres populations qui sont, elles, en permanence suspectées, ou en tout cas doivent faire la preuve que leur identité, ou qu'ils se sont affranchis de l'identité originelle pour pouvoir accéder à d'autres questions. Donc c'est cela pour moi, je ne dirai pas plus parce qu'on n'a pas le temps, le rapport de pouvoir dans lequel s'inscrivent les identités et qu'il ne faut pas qu'on gomme, sinon on ne peut pas comprendre les rapports compliqués qu'on peut avoir entre nous parfois. Et européens, africains, européens, asiatiques, je me mets évidemment en tant qu'Européen là-dedans. Donc il y a eu plusieurs acceptions d'identité. Un collègue proposait l'identité molle, l'identité dure. Et on a un autre philosophe, Édouard Glissant, qui a emprunté un autre terme à l'identité, qui a emprunté un terme utilisé par Deleuze et Guattari, qui parlait du rhizome. Ben, il y a l'identité rhizome. Guattari et Deleuze l'utilisaient pour la pensée et Glissant en a fait une catégorie pour définir l'identité. Il dit voilà, il y a des identités racines uniques. Pour qu'un arbre puisse vivre, il faut qu'il annihile toutes les racines autour. Et ce sont les identités exclusives et la quasi-totalité des nations ont été créées sur cette idée, une identité, une langue, parfois une religion. Vous voyez, il n'y a pas d'autre possibilité, c'est la racine unique. Édouard Glissant, il dit dans le réel, c'est un peu plus compliqué, il y a des identités rhizomes. Quelle est la différence entre le rhizome et la racine unique? Ben, le rhizome peut, lui, collaborer avec d'autres racines sans les annihiler. Et on a là une autre définition qui a été mise de côté, et cette définition en réalité, c'est celle qui est portée par une grande partie de la jeunesse que vous évoquiez, madame. Et cette jeunesse-là, africaine en grande partie, lorsqu'on regarde les processus qui sont à l'œuvre dans ces changements identitaires, on constate en Afrique, et là je me référais à notre auteur, c'est Mead dans Le Fossé de génération, cet anthropologue, qui a écrit les 3 étapes de la transmission de la culture dans une société, qui dit voilà, il y a une première étape, ce sont les transmissions qu'elle appelle post-figuratives. Ce sont les aînés qui vont définir la culture et l'identité des jeunes. Et ça, c'est les sociétés traditionnelles. Il y a les sociétés co-figuratives, ce sont les sociétés où la science a beaucoup avancé, les technologies ont beaucoup avancé, et les adultes ont autant besoin d'apprendre que les jeunes dans ces sociétés-là, les changements, la culture,
mais néanmoins dans ces sociétés, les aînés continuent à donner le cadre de la transmission identitaire. Et elle dit en réalité, ça fait un moment que nous sommes entrés dans des sociétés qu'elle appelle préfiguratives, pour lesquelles il n'y a pas d'antécédents dans la transmission des cultures. Et ce qu'elle appelle les sociétés préfiguratives, elle dit ce sont les sociétés où les jeunes produisent autant de connaissances que leurs aînés. Et ils produisent tellement autant de connaissances que leurs aînés parfois se retrouvent incapables de leur expliquer le monde dans lequel ils vivent. Et ça produit des tensions extrêmement fortes dans ces sociétés. Et je pense que les sociétés africaines sont dans cette phase pour la bonne et simple raison que ces sociétés ont été traversées culturellement, 4 siècles d'esclavage, 2 ou 3 siècles de colonisation, par une hybridation culturelle extrêmement forte, par des circulations extrêmement fortes. Et que ces circulations-là ont produit des formes d'apprentissage ou des sociétés préfiguratives avant même l'ère européenne. C'est ce qui m'amène à dire que les jeunes migrants africains qui partent, en réalité ceux qui partent, ce ne sont pas ceux qui s'arrachent à leur culture pour aller dans notre culture, c'est parce qu'ils sont déjà dans d'autres formes culturelles ou dans des cultures rhizomes qu'ils partent. Et c'est là mon hypothèse principale, en tout cas le travail ou les faits sur lesquels j'observe depuis maintenant quelques années. En réalité, une partie de la société africaine, et je dis africaine avec une forme d'homogénéisation un peu schématique, 55 pays, 2000 langues, on ne peut pas écraser ça sous le vocable d'Afrique. Ces sociétés-là sont multiculturelles, sont cosmopolites depuis au moins 2 ou 3 siècles, parce qu'elles sont traversées par plusieurs langues, parce qu'elles sont traversées par plusieurs cultures, culture administrative, culture politique, culture géopolitique, et que ces sociétés sont déjà dans le fait en réalité des sociétés mondialisées depuis un moment. Donc c'est cela qui m'amène à dire que lorsqu'on part d'Afrique, ceux qui partent d'Afrique sont déjà plus adaptés aux formes cosmopolites de la culture que les autochtones de certains pays européens qui sont moins sortis. Alors ce que je dis en termes de cosmopolitisme, ce n'est pas simplement le fait de pratiquer une langue, le fait de parler le français ou de parler l'espagnol ou d'être compétent. Ceux qui partent d'Afrique, ce sont des populations qui ont été dominées pendant 2 siècles. Et lorsqu'on est dominé, on apprend à reconnaître, on apprend un certain nombre d'usages sociaux lorsqu'on sort de son champ de prise de risque. Lorsqu'un dominé sortait de son territoire, il sait à quoi s'attendre, il sait quelles sont les formes d'adaptation, il sait par quel type de chemin prendre pour éviter tel ou tel risque. Dans ce sens-là, je le disais, et avec un petit sens de provocation aussi évidemment là-dessous. Donc c'est cela aujourd'hui qui m'amène à dire que les notions d'identité ne peuvent en aucun cas être figées telles qu'on les pense aujourd'hui, simplement par des valeurs, mais que l'identité, ça se porte dans les corps, ça se porte aussi par les femmes et les hommes. Et Driss, si j'ai une suggestion à vous faire pour le prochain forum, un des changements qui pourrait participer aux identités sereines, c'est d'appeler ça le forum des droits humains, et non plus simplement des droits de l'homme. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في 20 فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.